bienvenue pour un nouveau Maestrix en compagnie de Clémence et Emmanuel sur un sujet très complexe, la RGPD et le no-code. Alors, j'attends que tout le monde se connecte bien. Est-ce que vous voyez tous le partage d'écran? Oui, ok, parfait. Eh bien, je vais commencer par me présenter et après, je présenterai Maestro. Donc, tout d'abord, bienvenue. Moi, c'est Shana. Je suis responsable communication chez Maestro et j'organise ces événements qui sont les Maestrix. Donc, les Maestrix, c'est nos événements produits qui ont pour but d'acculturer, de vulgariser aux notions du produit, de la tech et du no-code. Et avant de commencer à vous parler plus en détail de Maestro, j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes product manager, product builder? Et c'est pour ça que ce sujet vous intéresse particulièrement. Dites-le nous en commentaire. Et je vais aussi vous envoyer un petit sondage. Hop. Donc, je vous ai soumis un petit sondage. N'hésitez pas à y répondre aussi. Et j'enchaîne. Donc, Maestro, c'est l'école qui forme aux produits et à la tech. Plus particulièrement, on a des formations en product manager, que ce soit en format intensif, présentiel ou en format cours du soir. On a aussi une formation au no-code, donc qui permet de connaître les outils à utiliser et à quel moment. Et pendant cette formation, qui se fait en hybride, donc format distanciel et format présentiel, on a aussi un hackathon où on crée un produit de A à Z et à la fin, on le présente devant plusieurs jurys. Et Emmanuel, justement, est alumni de cette formation. Et ensuite, on a une formation en design, en tech. Si jamais, je vous mets les dates de nos prochaines formations et je vous présente aussi Blandine. Blandine, qui est notre admission manager avec Osvan, pour ceux qui le connaissent, et qui sera aujourd'hui avec nous dans le chat. Et elle vous appellera peut-être pour parler aussi de votre parcours et pour en savoir un peu plus sur vous. Donc, elle sera aussi dans le chat. C'est elle qui vous enverra les petits liens, les petites ressources. Donc, je te laisse mettre... Voilà, elle a mis un message dans le chat. Et donc, pour les dates, la prochaine formation No Code a lieu le 9 février. Et si jamais vous êtes intéressé, je vous laisse en discuter avec Blandine. Et pour nos prochains rendez-vous, vous pouvez nous retrouver sur Meetup, où notre line-up est régulièrement mise à jour. Vous pouvez également nous retrouver sur LinkedIn, où on publie plusieurs fois par semaine sur les updates alumni, les updates des programmes, des intervenants et de tout ce qui est lié au produit. Et également sur notre site internet joinmaestro.co, où vous pouvez retrouver des articles, des toolbox et bien plus encore. Et maintenant, je vais laisser la parole à Clémence et Emmanuel. Donc Clémence, je te laisse te présenter. Écoute, merci beaucoup, Shana. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec Maestro et avec Emmanuel et d'intervenir effectivement sur le sujet du RGPD et du no-code. Donc, moi, j'étais avocate pendant 15 ans en droit des nouvelles technologies et donc j'ai créé une start-up qui s'appelle Examine avec mon associé. Donc, la société a été créée en 2019. On est éditeur d'un logiciel de conformité réglementaire et technique et à côté de ça, effectivement, on est DPO d'une trentaine de sociétés. Donc voilà, donc on est expert de la cybersécurité et du RGPD. Et à côté de ça, donc moi je suis membre de la communauté Sista et de l'association SAF6, qui est le cercle des femmes en cybersécurité. Ok, super. Et du coup, Emmanuel, à ton tour, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc c'est une grande première pour moi, c'est mon premier live chat. C'est sur la proposition de Shana suite à ma forte présence l'an passé chez Maria Schools, où j'ai eu la chance en fait de faire les Lions du samedi, la formation grosse et pour finir la formation no code. Donc si vous avez des questions sur ce format, j'étais
dans la promo 1 avec Émilie qui est sur le chat. Donc, moi, je suis avocat de formation, spécialisé en M&A à la base. J'ai ensuite été en entreprise où j'ai été directeur juridique et directeur des ressources humaines. Et dernièrement, je viens de créer un cabinet de conseil à la fois sur la réglementation et sur les sujets RH qui s'appelle Legal. Et donc, on va essayer de faire un lien entre ces sujets no-code et ces sujets réglementaires en essayant de rendre ça le plus digeste possible. J'espère aussi. Parce que c'est vrai que c'est un sujet assez complexe, mais qui, du coup, est très, très, très intéressant et enrichissant. Donc maintenant, je vais arrêter le partage et on va passer dans le vif du sujet. Hop. Et du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire avec vos mots, nous définir un peu, selon vous, ce qu'est le no-code et ce qu'est le RGPD, pour mettre un peu les bases pour tout le monde? Manuel, je te laisse prendre la main. Alors, tout à fait. Alors moi je l'ai découvert assez récemment. Ça me fascinait. J'en entendais parler un peu dans tous les sens. Et j'ai, comme vous l'avez compris, pas un profil technique. Et donc la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est en fait une grosse boîte de Lego informatique. Et donc en réalité, ça implique de savoir faire quand même du Lego et du Lego technique, hein, si on va plus loin. Et donc, c'est autant de briques qu'il faut savoir assembler pour faire un modèle qui fonctionne. Chaque brique a ses spécificités, son niveau technique d'appréhension. Et donc, contrairement à une idée répandue, le no-code nécessite quand même d'avoir une réflexion produit et une réflexion tech. Mais ça le démocratise énormément. Les ressources en ligne sont abondantes et concrètement, n'importe qui, en se donnant du mal, peut devenir no-codeur. Et voilà. Donc sur le RGPD, donc c'est le règlement général de la protection des données qui donc il est assez vieux, hein, l'impulsion de la Commission européenne date de 2012, il a été adopté en 2016, il est rentré en vigueur en 2018. Et en fait, il a remplacé une directive européenne pour avoir une harmonisation de la protection des données au niveau communautaire. Donc, il s'applique dans les 27 États de l'Union européenne. Et effectivement, en fait, le but du jeu, c'est de protéger la vie privée des personnes et notamment donc, ce qu'on appelle, nous, les personnes concernées. Et en fait, l'impulsion venait aussi de pouvoir lutter contre l'utilisation massive et sans respect des personnes, et notamment des GAFAM. Et c'est pour ça qu'on est passé de 150 000 € d'amende à 2 ou 4% du chiffre d'affaires mondial, ou 10 ou 20 millions d'euros. Donc vous avez eu Instagram condamné à 403 millions, Google régulièrement condamné à 100 millions. En France, là, on a eu TikTok à 6 millions. Voilà, on est sur des montants qui sont beaucoup, beaucoup plus importants qu'avant. Ok, super intéressant. Et avant de partir dans la grande question RGPD, no-code compatible, est-ce qu'on pourrait rappeler à nos participants ce qu'est une donnée personnelle pour qu'on mette bien toutes les bases au clair? Alors, une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier ou de rendre une personne identifiable. Donc, par exemple, tu prends ton nom, ton prénom, c'est pas une donnée personnelle. Par contre, si tu rattaches ça à une adresse mail, à une adresse postale, à un poste dans une entreprise, là, tu tombes sur une donnée personnelle. Et les données qui sont identifiables, c'est ton numéro de sécurité sociale, ton numéro de carte bancaire, malheureusement ton adresse IP, dans le sens où ça, c'est le grand sujet, c'est savoir si une adresse IP est effectivement une donnée personnelle. À partir du moment où ça te permet d'identifier une personne, c'est une donnée personnelle. Ok. Donc, on n'est que sur des personnes physiques, en fait, pas sur des voilà, personnes. Voilà, ça, c'est une précision importante. Ok, parfait. Et du coup, donc, le no-code est-il soumis au RGPD? Et un peu, oui, je vais commencer par cette question-là avant d'enchaîner sur une autre. Alors peut-être qu'on peut faire, enfin, ce serait amusant de faire un sondage, mais bien entendu, sinon on serait pas là. La réponse est oui. et la particularité du RGPD et de cette réglementation, en fait, c'est qu'elle s'applique à tous les ressortissants de l'Union européenne ou à toutes les données qui sont stockées sur le territoire européen. Et donc, partant de là,
finalement, on est complètement agnostique à l'origine de la solution, puisque ce qui importe, c'est le sujet qui est censé être protégé par cette réglementation. Et donc, le sujet, c'est la donnée personnelle d'un ressortissant communautaire. Donc, la réponse évidente est oui. Voilà, comme ça on sait. Et donc, on va rentrer un peu dans la partie compatible ou non. Et on commencera par comprendre ce qu'on collecte comme données. Donc, quand on utilise du no-code, comment s'organisent les données ? Tout dépend en fait de ce que tu utilises en no-code. Ça dépend de la solution no-code que tu as. En général, c'est nom, prénom, email et puis les logs. Voilà. Après, tout dépend de ce que tu fais avec la solution no-code. Donc, par exemple, demain, tu développes une solution no-code et tu vas intégrer dedans des données de santé. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Là, dans ces cas-là, tu as des conséquences qui découlent du traitement de données de santé. Par exemple, tu vas devoir passer par un hébergeur, ce qu'on appelle HDS, donc hébergeur de données de santé, où tu as des certifications très particulières. Donc, par exemple, demain, tu es un intégrateur développeur no-code, tu as un CHU ou un labo qui te dit « Tiens, j'aimerais bien tester tel et tel logiciel » pour les patients. Le problème, c'est que tu vas être obligé de passer par un hébergeur HDS. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention dans la façon dont tu vas utiliser les solutions no-code pour respecter en fait les grands principes du RGPD. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire « Oh, c'est juste un POC, je vais mettre le RGPD de côté ». Le RGPD ne prévoit pas les POC. Et la CNIL ne prévoit pas l'époque non plus. Donc, c'est ça, ou quoi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les proof of concept, c'est quand on a MVP, c'est quand on se teste mutuellement pour voir après si on développe vraiment une solution plutôt pérenne. Mais voilà, c'est ce que disait Emmanuel, c'est un sujet extrêmement important, c'est les données sensibles. Okay. Voilà, et je pense que c'est pour ceux qui ne sont pas très familiers avec cette réglementation, il y a data et data, il y a évidemment plein de data publiques qu'on partage à outrance, et donc forcément on a une réaction un peu particulière face au no-code, c'est qu'on se dit mais en quoi est-ce que c'est très différent. La vraie différence, voilà, c'est en fonction du modèle économique qu'on retient, en fonction de l'objectif sous-jacent à la solution qu'on développe. Typiquement, la solution no-code ne sera pas forcément la solution la plus adaptée sous l'angle de la réglementation. Et à l'occasion en fait de notre première promo no-code, pour prendre un exemple, un des projets qui était à l'étude à l'époque, c'était celui de créer une application de finance perso à destination des femmes. Nawal, si tu nous entends. Et tout de suite, il est apparu clairement à toutes les personnes présentes que, compte tenu du caractère un peu particulier et sensible que requiert ce type d'application, dans le sens où il faut faire du profiling, il faut identifier en fait le profil d'investissement, l'appétence au risque, la situation familiale et des choses qui sont requises pour que le service fonctionne bien et offre ce pourquoi les gens l'adoptent. Finalement, soit on avait une approche très précautionneuse par rapport au no-code et à la RGPD, soit effectivement, ce n'était pas le meilleur outil. Ok. Donc oui, en fait, toutes les données ne se valent pas. Il y a sur certains modèles économiques où on pourra se lancer en no-code et sur d'autres où il faudra peut-être, pour la partie récupération des données, utiliser quelque chose de plus adapté pour ce faire. Non, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours très compliqué, le RGPD. En fait, c'est compliqué pour le commun des mortels. Pour nous, c'est de la technique pure. Mais en fait, tu peux collecter des données personnelles, données de santé, etc. à partir du moment où tu respectes la réglementation. Donc, si tu fais du profilage, si tu fais du traitement de données de santé, il faut faire ce qu'on appelle une étude d'impact. Donc, une étude d'impact, c'est une analyse de risque. Donc, en fait, là, je voyais la question, est-ce que le RGPD tue l'innovation ? Alors, moi, étant DPO, je vais dire que non, parce que j'étais avocat pendant 15 ans, nouvelle techno, et c'est pas ça qui empêche l'innovation tous les jours. Aujourd'hui, nous, on est DPO d'une boîte qui fait de la santé, un autre qui fait un véhicule connecté, un autre qui fait de l'IA. Ça les empêche pas de faire du business et de gagner des millions d'euros de CA. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste le cadre. C'est-à-dire qu'en fait, on doit protéger la personne. Et quand on fait une étude d'impact, le but du jeu, c'est de vérifier que la donnée de la personne
effectivement, on n'en fait pas n'importe quoi. Donc non, en fait, c'est pas qu'on tue l'innovation, c'est qu'on permet à l'innovation de respecter les droits des personnes concernées. Il ne faut pas oublier qu'on est sur la personne physique. Ce que disait Emmanuel, c'est qu'on est sur des données de personnes qui peuvent être vulnérables, des enfants, des patients, des personnes âgées, des personnes en situation difficile, etc. Donc, c'est bien de faire de l'innovation, il faut faire de l'innovation, il faut aller vers l'innovation, tout en respectant les personnes à partir du moment où vous traitez des données personnelles. Et pour rebondir sur la question de Manon, qui est, pour ceux qui ne l'ont pas sous les yeux, en fait, est-ce que le fait d'utiliser des outils français ou européens permet de pallier à ces difficultés? Je pense que Clémence a partiellement répondu, comme vous l'aurez compris. Dès lors qu'on traite de données dites sensibles, la réglementation, en fait, ne fait pas forcément la différence entre le fait qu'il s'agisse d'une solution française, européenne ou même américaine. Il faut respecter cette réglementation et donc prendre des précautions additionnelles pour s'assurer que ces données dites sensibles ne seront pas malmenées par la solution en cause. Et juste pour préciser ce qu'on entend par données sensibles, au-delà évidemment de la santé qui est évident, de la génétique qui va de pair, et donc toutes ces solutions sur les tests d'ADN et autres, vous imaginez bien à quel point ce n'est pas compatible avec notre contexte réglementaire européen. Ça, c'est une digression qui n'a rien à voir. Mais on va avoir également l'appartenance syndicale, les orientations sexuelles, les opinions politiques. Voilà. Tout ce qui est de nature à restreindre les libertés publiques qui sont le socle de nos valeurs communes en Europe doivent être protégées de manière adéquate et renforcée. Et autrement, effectivement, par rapport à la question, oui, si les données sont totalement anonymisées, vous êtes tranquille, le RGPD ne s'applique pas. Faites juste gaffe aux données, ce qu'on appelle nous pseudonymiser, les pseudos, c'est-à-dire qu'en fait, un ID, un identifiant, ce sont des données personnelles. Et donc, les données pseudonymisées tombent sous le coup du RGPD. Ce sont les données anonymisées. On ne peut pas remonter à la source de la personne, ou là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, puisque le RGPD saute. Ok, super intéressant. Et justement, sur un peu cette partie-là, on a une question d'Orient qui nous dit, quand on dit les données ne se valent pas, est-ce que ce n'est pas surtout l'usage de ces données? Puis-je avoir des données personnelles anonymisées, donc comme tu viens de le dire, Clémence, et ne pas avoir à passer, et ne pas devoir passer par toutes les contraintes et études d'impact que demande la législation? C'est le cas, c'est-à-dire que si les données sont anonymisées, c'est bon, et si on est sur des données qui ne nécessitent pas une étude d'impact, donc il y a une liste de la CNIL avec les traitements soumis à étude d'impact, plus c'est ça qui est fun avec la CNIL, c'est qu'il y a plein d'autres traitements, il faut aller les chercher soi-même, et effectivement, là, il n'y a pas besoin, mais après, une étude d'impact, ça reste un document technique, mais ça permet de faire une analyse de risque qui n'est pas en soi mauvais. C'est juste que qu'il faut faire attention avec ce qu'on fait sur les données. Ok. J'espère que ça a répondu à ta question, Dorian. Et pour Manon qui nous répond par rapport à ta réponse, Emmanuel, que c'est surtout l'architecture, l'utilisation et la durée de vie des données qui comptent concernant les données personnelles. Parce que sinon, pourquoi tout le monde fait la guerre à Airtable sous prétexte que c'est hébergé sur des serveurs américains? C'est la discussion qu'on a eue. Donc là, il y a un double sujet, en fait. Et donc, pour faire une autre des contraintes qu'instaure cette réglementation réside, en fait, dans le sort qu'on réserve à ces données. Et donc, dans le sort de ces données, il y a évidemment la composante durée et adéquation de la durée de conservation. Et donc, évidemment, à chaque fois, en concevant cette réflexion autour de la donnée, on doit se poser la question pourquoi on collecte la donnée et surtout, plus important, combien de temps on collecte la donnée. En fait, si c'est instantané, c'est pas vraiment un sujet. En revanche, si on la conserve indéfiniment, c'est là où ça devient problématique. Et donc finalement, le sujet, que ce soit américain ou pas américain, d'Airtable, c'est pas totalement le sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce que j'ai moi la maîtrise de cette durée de conservation. Et donc, si je n'ai pas besoin de stocker cette donnée plus de 3 mois et que Airtable ne me donne pas la possibilité de paramétrer ce stockage de données dans ces 3 mois, alors oui, effectivement, j'ai un problème. Et au niveau d'Airtable ou toutes les solutions américaines, en fait, c'est tout bête. C'est en fait tout ce qui est intra-communautaire, vous pouvez
transférer librement les données d'un pays à un autre. À partir du moment où vous sortez de l'espace économique européen, là, vous devez mettre des garanties, comme quoi l'entité qu'on appelle importeur de données a mis en place en fait des mesures nécessaires pour respecter le RGPD. Et donc, en fait, je pense que vous avez peut-être entendu parler de ces termes sympathiques comme le Privacy Shield, où en fait, avant, on avait un accord entre l'Europe et les États-Unis pour transférer les données vers les entités qui avaient adhéré à ce Privacy Shield, qui est tombé. Et là, on est en train d'attendre la deuxième version. Et effectivement, quand vous transférez des données quand vous utilisez une solution américaine, vous devez justement aller voir dans les documents contractuels, donc vous les trouvez sur leur site internet, et voir en fait les mesures qu'ils ont mis en place pour sécuriser le transfert et pour apporter la preuve qu'ils respectent bien le RGPD. Donc, vous pouvez aller voir dans leurs documents, ils sont rédigés de manière claire. Et donc, ça permet aussi de rassurer vos clients, donneurs d'ordre, en disant je passe par Airtable, je passe par Bubble, je passe par machin, par bidule ou par truc, et ils sont conformes parce qu'ils ont mis ça en place. Voilà. Et ça, vous n'avez pas besoin d'être juriste pour le faire. Les documents sont dispo sur leur site web. Ok, super intéressant. J'espère que ça a répondu à ta question, Manon. Et moi, j'avais une autre question, un peu plus concrète, un peu plus pratique. Par exemple, si demain, je lance mon produit en no-code, quelles étapes je dois suivre pour assurer au maximum le respect RGPD? Alors, je vais donner un début de réponse. Donc déjà, c'est ce qu'on a évoqué partiellement, c'est quelles données je vais collecter, pourquoi je la collecte, et c'est ce qu'on appelle privacy by design. Privacy by design. Et donc voilà, je vais dès le début de mon projet, dès sa création, même avant même de faire du code et même de réfléchir aux solutions que je vais utiliser, voilà, je vais me poser ces questions-là. Et ensuite, je vais tout faire pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible, tout en minimisant la collecte de données. Et donc, c'est comme ça qu'en ayant ça à l'esprit en permanence, je minimise mes contraintes par rapport à RGPD et je suis par définition conforme sans même me préoccuper de quoi que ce soit. Ça c'est la première étape. Et ensuite, pour ceux qui suivent, je vais laisser Clémence détailler, mais dans le désordre, il y a effectivement connaître mes données, où sont-elles stockées? Ça, c'est vraiment très important par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que je sais où se trouve mon serveur? Est-ce qu'effectivement j'ai un stockage local? Est-ce que j'ai une réplication qui se fait ailleurs? Est-ce que j'ai la possibilité en fait de choisir si ce stockage est local ou non, ou en France ou ailleurs? Souvent, les solutions le proposent, mais malheureusement moyennant des coûts additionnels. Et donc, c'est pas forcément le réflexe naturel qu'on a quand on est en lancement de projet. Mais dans bien des cas, on a la possibilité de stocker les données sur le territoire européen. Et donc ça nous évite en fait une partie des contraintes liées au transfert des données, mais ça ne nous dispense pas de poursuivre en fait notre réflexion autour du RGPD. Donc la suite, c'est informer mes utilisateurs sur quelles données je collecte, pourquoi je le fais, combien de temps elles sont conservées. Je dois leur donner la possibilité d'accéder à ces données, de les rectifier, de les supprimer, et ainsi de suite. Et point, à mon sens, le plus important, c'est est-ce que je suis bien au clair sur le niveau de sécurité qui entoure ces données. Et là, je vais laisser Clémence développer puisque c'est son dada et elle a entièrement raison. C'est gentil, merci beaucoup. Pour moi, il y a 3 points en fait, en plus à rajouter parce que c'était très clair. Petit 1, c'est contractualiser, dans le sens où à partir du moment où vous avez un donneur d'ordre qui vous demande de développer une solution no-code et que vous savez en fait que vous allez traiter des données personnelles, c'est absolument nécessaire de contractualiser ce qu'on appelle les clauses de sous-traitance ou alors les DPA, Data Processing Agreement. Vous regarderez, il y a un guide de sous-traitance rédigé par la CNIL qui est très bien et vous avez le modèle de clause à la fin que tout le monde utilise et c'est les articles 28 et suivants du RGPD. Donc vraiment, c'est fondamental de contractualiser puisque en tant que sous-traitant, vous êtes condamnable. C'est-à-dire qu'en général, on se dit, de toute façon, moi, je m'en fous. Si jamais il y a un contrôle, ce sera le client qui sera contrôlé. Ce sera lui qui sera sanctionné et moi, j'aurai rien. En fait, pas de bol.
Depuis le RGPD, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que le sous-traitant, s'il n'a pas respecté ses obligations en tant que sous-traitant, et notamment dans la contractualisation, il peut être soumis à des sanctions. Et je vous ai dit, les montants sont importants. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, il faut faire attention aux instructions du client. Vous avez un devoir de conseil. Donc, si jamais vous allez avoir un client qui vous dit tu fais ça, ça, ça et ça, et si vous vous dites, vous avez l'instinct qui vous dit mais attends, c'est contraire au RGPD, et que le client botte en touche, c'est pour votre pomme, parce que vous avez une obligation de conseil. Donc, dans ces cas-là, vous bottez en touche, vous renvoyez au DPO, Data Protection Officer ou délégué à la protection des données du client, et vous dites attends, moi j'ai un petit doute, tu peux vérifier avec ton DPO, ton responsable juridique, si c'est vraiment valable, est-ce que je peux faire ça? Comme ça, vous renvoyez la balle chez le client. Et en termes de sécurité informatique, oui, faites attention, effectivement, Emmanuel a raison. Quand vous développez une solution no code, il ne faut pas de trou. Il ne faut pas de trou dans le gruyère. C'est-à-dire que si vous zappez un truc, c'est pour vous. Moi, j'ai eu un client qui a développé une application. Bon, ce n'était pas du no code, ça date d'il y a un moment, avec AWS S3. Et en fait, dans la façon dont il a configuré AWS S3, il y a eu un trou. Et comme il n'y avait pas d'historique de log, on ne savait pas si quelqu'un est rentré dans le trou ou pas. Et donc, résultat des courses, il a fallu notifier une violation de données auprès de la CNIL, même si on ne savait pas s'il y a eu vraiment une violation de données. Une violation de données, c'est quand il y a un accès non autorisé, une perte de données, etc. Voilà, donc au niveau sécurité, faites attention parce qu'on peut engager votre responsabilité contractuelle en soi, mais surtout au niveau des sanctions CNIL. Ok, super, super intéressant, assez compliqué, mais… Ouais, c'est assez technique. Ouais. Et on a Oscar qui demandait, pendant ta réponse, Clémence, peut-on demander à Airtable et autres grosses solutions no-code de nous remplir ce genre de documents? Et il a mis entre parenthèses… Ils en ont déjà, ils sont sur leur site internet. Vous avez les DPA en général sur leur site internet. Il faut juste faire attention parce qu'hier, moi, j'ai regardé pour une solution où ils disaient qu'ils avaient un DPA, mais en fait, non, c'était juste des engagements qui ne respectaient pas le formalisme dont on a besoin, nous. Donc, il faut leur demander de nous envoyer un DPA dans ces cas-là. Mais en général, la documentation, comme de toute façon, ils ont besoin de travailler avec l'Europe et ils travaillent avec les pays européens et les sociétés européennes sur de la donnée de personnes situées sur le territoire de l'Union européenne. Donc, ils ont déjà la documentation. Ok. Et on avait une autre question de Stéphanie qui nous demandait est-ce que restreindre l'accès aux données personnelles à une catégorie de personnes au sein d'une entreprise peut faciliter la compliance RGPD? Oui, c'est ce qu'on appelle le privacy by default. Le comment? Privacy by default, principe de minimisation en soi que tu as sur la durée, sur les données, ce que disait Emmanuel tout à l'heure, et surtout accès. En fait, il y a deux sujets. Il y a un sujet RGPD, il n'y a que les personnes qui ont besoin d'avoir accès aux données qui doivent avoir accès aux données, et une question cyber. Et puis, n'oubliez pas les lanceurs d'alerte, on les aime bien, ceux-là aussi. Ok. Et encore une question, mais de Mano cette fois, qui nous demande quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place auprès de ces équipes sur la RGPD lorsqu'on fait du no-code opérationnel en interne dans une boîte. Il faut former. Nous, on fait énormément de formation. Former, sensibiliser, former, sensibiliser. Et tu les formes comment? Enfin, tu les sensibilises et les formes comment à cette question-là? On fait du retour d'expérience, nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a des slides de juristes qui sont très moches, je suis désolée, avec les grands principes. Mais après, en fait, on ne lit pas. On leur dit ça, c'est comme ça qu'on fait, ça, c'est comme ça qu'on fait, ça, c'est comme ça qu'on fait. Et on ne fait que des cas pratiques. Okay. Et moi, je rajouterais que dans le cadre de cette démarche interne à l'entreprise qui est hyper bénéfique au travail en équipe et à l'innovation en général, c'est généralement animé par des porteurs de projets ou des personnes qui voient de la valeur. Et donc, je pense que c'est assez naturellement aussi dans le cadre de cette démarche d'innovation qu'on doit juste avoir à l'esprit les grandes lignes du RGPD. Un peu en parallèle et en simultané de déploiement de ces possibilités. Et donc, comme ça permet en fait de concert. Voilà, ça permet de pas rigidifier trop ce cadre. En réalité, c'est juste si on part du principe que la donnée c'est de l'argent et que l'argent on la laisse pas traîner n'importe où. En fait, on arrive à traiter de ce sujet complexe d'une manière assez simple finalement. Okay. En fait, il faut travailler en équipe. Moi, on est consultant là pour un groupe international. Je travaille avec la direction juridique, je travaille avec les opérations, je travaille avec le QSSE, je travaille avec le CISO en permanence.
Et là, par exemple, j'ai un call à 14 heures avec la directrice juridique et le CISO. Le CISO, c'est tout ce qui est cybersécurité, justement pour voir si une solution qu'on va déployer au sein du groupe est conforme ou pas conforme. Il faut vraiment travailler les uns avec les autres. Et quand on est intégrateur externe et qu'on travaille pour un client, il faut vraiment travailler de concert avec une équipe du client pour justement que ça se passe bien. Ok. Autre petite question que je me posais. Donc, on a dit que le no-code était soumis au RGPD. Mais est-ce qu'il y a des règles à respecter davantage par rapport à l'utilisation d'outils qui sont codés Est-ce qu'il y a vraiment une différence supplémentaire de règles à respecter parce qu'on utilise un outil no-code plutôt qu'un outil en code ou non? Super question. Non. Non, parce que le RGPD, c'est une grosse norme ISO. Ça s'applique à tous. Okay. C'est juste que c'est comme ce que disait Emmanuel, on est sur du Lego. Hein. Ouais. Et puis en plus, attention, parce que le RGPD, il y a aussi la position de la CNIL. Et puis il y a la position de la CNIL belge, et la position de la CNIL italienne, et la position de la CNIL allemande, qui est la méchante. La plus méchante, c'est les Allemands en ce moment. Donc il faut faire super gaffe sur Google Analytics, c'est les plus méchants. Donc non, désolé. Et en plus, si vous êtes à l'international, faites gaffe, quoi. En revanche, je pense que ce qu'il faut garder en tête sur la partie no-code, c'est justement tous les bénéfices induits par ce type de solution. C'est le côté facile, off the shelf, pré-packagé. Voilà, c'est un peu le même principe que les wallets Ledger versus FTX. En gros, FTX, c'est la version user-friendly de Ledger. Donc, ça évite d'avoir à mémoriser 32 mots et de perdre à jamais ses cryptos pour faire un parallélisme qui n'a rien à voir. Et donc, forcément, il y a cet attrait qui est propre au no-code et qui rend tout simple et facile. À l'inverse, c'est beaucoup moins paramétrable et beaucoup moins maîtrisable. Et donc, pour atteindre le même niveau de sécurité et de protection des données, ça nécessite d'aller creuser beaucoup plus, d'avoir une meilleure maîtrise finalement de la solution, là où potentiellement sur du code plus classique, on va se poser moins de questions. Ok. Et à l'inverse, est-ce que, donc il n'y a pas de règles supplémentaires quand on utilise des outils no-code, mais est-ce qu'il y a des avantages à utiliser le no-code avec ces règles de RGPD En fait, moi, ce que j'aime bien dans le no-code, c'est que c'est transparent. Dans le sens où, à partir du moment où tu utilises des solutions no-code où tu sais qu'elles sont conformes, c'est quand même vachement agréable. C'est-à-dire que tu sais que demain, tu vas intégrer plusieurs solutions et qu'elles sont toutes conformes. Tu peux apporter un stamp à ton client en disant don't worry, c'est bon, tu peux aller voir ton DPO, on n'utilise que des solutions conformes. Ça, c'est pratique, alors que quand tu développes un soft ou une application mobile ou un site web, c'est à toi de vérifier au niveau de ton hébergement, au niveau de ta sécurité, au niveau de ta responsabilité beaucoup plus importante que si tu passes par des outils no-code où le no-code, c'est aussi parce que ça va beaucoup plus vite. Moi, de mon temps, et Emmanuel, pareil, quand on était sur des contrats, ce qu'on appelait nous des contrats d'intégration, on était sur des méthodes agiles, on était sur 9 mois, 1 an de dev. Là, on est sur un truc qui va plus vite, qui coûte moins cher, et tu arrives avec du stamp conforme. Donc non, le RGPD n'est pas l'ennemi du no-code en aucun cas. C'est juste qu'il s'applique comme il s'applique pour tout traitement de données personnelles, en fait. Mais en tout cas, moi, quand on est DPO d'Allegria, ils n'ont pas de problème à faire du chiffre d'affaires. Ok. Et ils ont des très très beaux clients, hein, donc, et puis tout se passe bien, donc il n'y a pas de sujet. Hein. Enfin, je ne vois pas un barrage du RGPD. Tant mieux. Tant mieux. Et est-ce que vous recommandez peut-être d'avoir un spécialiste RGPD en interne avec nous si on développe une solution en no-code? Ou c'est pas forcément interne nécessaire? ou externe, ça dépend. Alors, le truc qu'il ne faut pas, c'est l'homme ou la femme de paille. Nous, c'est les pires qu'on ait. C'est des DPO qui sortent du placard ou qui n'ont absolument aucune compétence. Où là, c'en est même dangereux. C'est comme moi, si demain tu me demandes d'être expert comptable, je te dirais que c'est pas mon taf, quoi. Voilà, il faut connaître ses limites. Il vaut mieux, moi, de ce que je vois sur le terrain, il vaut mieux prendre un DPO externalisé qui ne te coûtera pas très cher
plutôt d'avoir quelqu'un d'incompétent en interne. Mais ça, c'est mon retour d'expérience parce qu'on est des deux côtés et qu'en fait, on a essayé de faire monter en compétence des DPO en interne et en fait, ils se basent totalement sur nous et ils ne montent pas en compétence. Ok. Mais après, c'est vraiment mon expérience personnelle. Donc, je laisse parler Emmanuel parce que là, c'est du pur subjectif. Là. Là, je voulais revenir sur des commentaires, notamment celui d'Oscar par rapport effectivement à l'état d'esprit no code qui consiste à aller vite et à pas forcément s'embarrasser de ces sujets RGPD. J'ai envie de dire que le sujet RGPD, finalement, il a rien à voir avec le sujet no code ici. Aller vite et pas se formaliser avec la réglementation, c'est un peu vrai de tout projet innovant à ses débuts. Et ça devient un sujet pour la suite et pour la profitabilité de l'activité au fur et à mesure que l'attraction commerciale prend. Donc, ce n'est pas forcément uniquement un sujet RGPD ici, selon moi, c'est plus un sujet d'attitude face à un ensemble de règles établies auxquelles on se conforme ou pas quand on lance une activité innovante. Et est-ce qu'on fait bouger les règles ou pas? Est-ce qu'on respecte 100% ou pas ces règles? Et le côté no-code, effectivement, sert de catalyseur pour aller vite. Mais pour moi, ce n'est pas forcément une couche de paperasse dans l'absolu, tellement plus importante que toutes les autres paperasses d'un entrepreneur français, quoi. Non, c'est clair. Il y a un certain nombre de paperasses. Après, sur le stamp RGPD compliant, du fait de l'hébergement de données aux États-Unis, c'est pas interdit d'héberger des données aux États-Unis, c'est encadré. Donc, il faut respecter nous, ce qu'on appelle les clauses contractuelles type de la Commission européenne et faire ce qu'on appelle un TIA, un Transfer Impact Assessment, pour vérifier ce qu'ont mis en place en fait les sociétés américaines en cas de contrôle des autorités américaines sur les données de personnes qui se situent sur le territoire de l'Union européenne. C'était ça le problème de l'invalidation du Privacy Shield, c'est qu'on a le Cloud Act qui permet aux autorités américaines de pouvoir avoir accès à l'ensemble des données sans que vous soyez au courant. Et ça, c'était pas très bon. Mais il y a des garde-fous qui ont été mis en place. Après, vous dire exactement que Airtable est conforme, on avait fait tout un audit dessus et pour nous, on n'avait pas trouvé de point de non-conformité, mais ça vaut le coup d'aller remettre un peu son nez dans les docs et de vous le dire. Voilà. Est-ce que le DPA qui propose suffit à considérer qu'ils ont ce stamp? Je ne suis pas la CNIL. C'est une gestion de risque. C'est-à-dire qu'il faut regarder le document et voir les garanties qu'ils ont mis en place et voir si le risque est fort, le risque est bas. Après, il n'y a que la CNIL, qui est l'autorité de contrôle, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui pourra dire si c'est conforme ou pas. Par exemple, vous avez eu un exemple avec Google Analytics où ils ont considéré que Google Analytics n'était non conforme puisque les données étaient anonymisées aux États-Unis au lieu d'être anonymisées en Europe. Et ça ne respectait pas en fait le RGPD, alors qu'ils ont considéré que Matomo ou d'autres solutions d'analytics que vous trouverez sur le site de la CNIL sont conformes. Mais voilà, c'est assez rare qu'elles certifient quand même des prestataires. À Bubble, je ne sais pas, il faudrait que je lise tous les documents et franchement, je ne les connais pas tous par cœur. J'aimerais bien tous les connaître, mais non. Et après, des recos d'IPO externes, nous, on fait de la start-up au grand compte, mais après, il y en a plein d'autres. Et puis, il y a les cabinets d'avocats. Si vous avez un avocat, vous pouvez lui demander. Puis, Emmanuel, je ne sais pas, toi, tu fais ça aussi ou pas? Je sais pas. Je pense que moi, je suis très optique. Faut pas se mettre des charges inutiles et donc faut utiliser les experts que nous sommes par rapport à des problématiques précises. Mais le plus important, c'est de s'être un peu formé en amont, comme ce fut le cas probablement sur tous les autres sujets qui précèdent le lancement d'une boîte, et donc faire appel à des experts comme nous sur des points un peu tricky, des points un peu tangents, et qui sont de surcroît importants pour la suite de l'activité. En revanche, à un moment donné, parce qu'on a atteint une certaine taille et la masse critique, s'équiper, que ce soit en interne ou en externe, avec des solutions techniques qui rendent le travail plus simple ou pas, évidemment. Mais par rapport aux startups, je pense que la première étape, c'est de lire les guides. Il y a plein de guides qui sont bien faits. Je pense qu'il y a aussi un guide de la BPI qui est pas mal fait, d'acquérir un peu cette culture donnée. C'est pas passionnant, mais c'est nécessaire. Et ensuite de s'appuyer sur nous et sur votre avocat qui saura sûrement vous aiguiller aussi par rapport à des problématiques importantes et potentiellement à risque.
Oui, ça dépend. On est DPO surtout de boîtes qui ont levé des fonds. Ou alors qui font vraiment du traitement de données personnelles, mais à grande échelle, et dont le DPO est obligatoire. Ok. Et juste pour revenir sur la question de Bubble, pour avoir passé un peu de temps sur leur site avant l'intervention aujourd'hui, je comprends, et c'est assez récent, qu'en fait, ils se donnent de plus en plus de mal pour être RGPD compliant. Et ça se traduit en fait par des options, par des niveaux de customisation, par des protocoles de sécurité qui sont accessibles, qui sont explicités et qui permettent en fait, qui donnent plus de puissance à la solution Bubble. Et donc clairement, c'est une tendance que Bubble a adoptée. Alors, parce qu'un des fondateurs est français, ça joue, j'en sais rien, mais c'est possible. Puis je pense que les États-Unis commencent à rattraper l'Europe, en tout cas certains États comme la Californie. Et donc, de toutes les manières, la question de la conformité par rapport à la gestion de la data pour ces gros acteurs ne se pose plus trop, en fait. C'est plus une option. Ouais. S'ils veulent continuer à bosser avec l'Europe, de toute façon, il n'y a pas le choix. Mais c'est comme AWS, c'est comme Microsoft, c'est comme IBM Cloud. Ils ont tous mis des garde-fous pour justement protéger les données des accès des autorités américaines. C'est là où les Chinois ou les Russes, bon, alors les Russes, c'est moins d'actualité, je pense, en ce moment, mais c'est là où effectivement on peut comparer les deux systèmes et se dire que même si c'est pas idéal le système américain et qui présente pas forcément toutes les garanties requises, on a un peu plus de confort par rapport à l'état de droit, hein. Tout simplement. Ok. Et je voulais juste revenir sur un point, Clémence, tout à l'heure, tu parlais un peu de cybersécurité aussi. Et donc, c'est aussi lié à tous ces outils et à toute cette RGPD, non? Cette question de cybersécurité. Oui, en fait, avec le RGPD, il faut mettre en place une mesure organisationnelle et technique de protection. Donc, évidemment, tu es obligé de mettre en place des mesures de cybersécurité dans le cadre de la protection des données personnelles pour éviter toute perte de données, tout accès non autorisé, etc. C'est là où tu fais de la gestion aussi des accès. Donc, c'est vraiment important quand vous utilisez des solutions no-code d'aller vérifier, en fait, notamment s'ils ont des certifications ISO telles que la 27001, 27002, puis toutes les 27000 qui sont vraiment les normes phares en termes de cybersécurité. Voilà, et même vous, dans vos pratiques de tous les jours, il faut que votre ordinateur soit protégé, il faut que vous ayez un antivirus, des choses assez simples. Donc, au niveau de la documentation, tu as le guide de sécurité de la CNIL et puis tu as les guides d'hygiène de l'ANSSI. Et là, il y a un guide, ils avaient rédigé un guide avec la CPME qui a été remplacé par un guide pour les TPE, PME avec les 13 bonnes pratiques informatiques. Donc, ce n'est pas que les solutions no-code, ça doit être aussi les développeurs, les intégrateurs, les sociétés qui font du no-code pour être sûr en fait, d'être certifié, pas d'être certifié, mais en tout cas d'être conforme. Et surtout, en fait, moi je le vois avec les grands comptes, quand vous travaillez avec eux, vous allez recevoir des questionnaires qui peuvent monter jusqu'à 430 questions. Donc, les startups sont ravis. Vous aurez, en fait, en gros, ils ont décortiqué les normes ISO, ils en ont fait des questionnaires. Et si vous n'avez pas mis oui partout, en tout cas dans ce qui s'applique à vous, quand ça ne s'applique pas, vous mettez non applicable parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Et en fait, ils ne travailleront pas avec vous puisqu'on aura un no-go de la DSI ou de la direction cyber, etc. Donc, tu as à la fois un aspect juridique, réglementaire pur, où tu mets en place les mesures techniques de protection, mais ce n'est même pas le sujet, c'est juste conclure le contrat avec ton client pour lui apporter la preuve que non seulement les solutions que tu utilises sont sécurisées et que toi-même, tu es sécurisé aussi, en tout cas au minimum, parce qu'autrement, ils ne travailleront pas avec toi, vu en plus toutes les attaques cyber qu'on a eues l'année dernière, et puis malheureusement, il y en aura cette année aussi. Donc, tout le monde fait attention, et puis 70% des failles viennent des sous-traitants, donc ils font très, très attention à leurs sous-traitants. Ok, et on avait Manon qui nous demandait si tu pouvais nous rappeler le nom de la dernière ressource citée en termes de sécurité. Guide de sécurité de la CNIL, et le mieux, c'est les guides d'hygiène de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ok. C'est une grosse agence. Ils dépendent des services du Premier ministre et ils sont au cybercentre. Si vous voulez aller faire un tour, c'est sympa. Ok. Dans tous les cas, je vous enverrai tous ces liens dans l'email de récap.
Et à un moment aussi, tu nous avais parlé de gestion de risque. Et j'aimerais bien que tu y reviennes pour faire un peu le lien entre gestion de risque et RGPD. Parce que C'est tu nous avais l'étude dit avec... d'impact. Tu l'as à 2 niveaux, tu l'as à plein de niveaux, mais tu l'as surtout au niveau de l'étude d'impact. L'étude d'impact, c'est quand il y a vraiment un risque sur les données des personnes concernées, c'est ce que disait Emmanuel, où tu fais de la gestion de risque et puis tu fais un code, tu as un code couleur dans l'étude d'impact. Donc, je crois que c'est violet, rouge, jaune et vert. Tu as intérêt à être dans l'orange et le jaune et le vert, parce que si tu vas dans le rouge, en fait, c'est pas bon. En fait, tu vas regarder par rapport à l'application du RGPD. Si tu respectes bien tous les critères d'information, surtout de sécurité, l'annexe sécurité est très, très, très importante en termes des droits des personnes concernées, en termes de destinataires des données. Donc voilà, en fait, on fait beaucoup. Nous, notre métier en tant que DPO, tous les jours, c'est de la gestion de risque, en fait. Et après, au niveau sécu, après, tu as risque mineur, majeur, et tu essayes d'avoir des risques qui sont mineurs au maximum. Donc là, les méthodes, c'est les méthodes EBIOS, c'est des méthodes d'audit, et ça, tu as ça dans... faut regarder Norm ISO, mais là, je botte en touche, ce n'est plus mon job, c'est celui de mon associé. Donc, je ne peux pas t'aider là-dessus. Mais autrement, je serai à Deauville demain jusqu'à vendredi au salon du risk management. On sera en plein dans le risque, mais assurantiel cette fois. Ok. Mais, un autre sujet. Ouais. Ok. Et je vois qu'il nous reste 15 minutes. Est-ce que, par exemple, vous auriez des alternatives aux outils américains à nous proposer? Et est-ce que, comme le disait Manon, est-ce qu'il suffit de trouver une alternative aux outils américains pour être un peu plus compliant au niveau de la RGPD ou pas forcément? Mais c'est toujours bien d'utiliser des outils français. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un petit problème de financement en France de licorne et sur des produits européens. C'est-à-dire qu'en fait, les plus forts sur le marché sont les produits américains parce qu'il y a eu les financements derrière. Donc, il faut être un peu patient pour pouvoir avoir des produits européens. Moi, je sais que nous, on est passé de Trello à Tulip, qui est une boîte à Chambéry dans le 73, qui est bien. C'est une boîte de gestion comme on appelle ça, des tâches. Pardon. Voilà, après, je suis plus habituée aux solutions américaines, donc je laisse Emmanuel répondre sur les solutions européennes. Alors moi j'ai eu l'occasion de découvrir une alternative à Airtable qui s'appelle basero.io, je pense. C'est une boîte des Pays-Bas. Alors évidemment, c'est d'abord c'est moins poussé, moins développé, et puis on a moins d'interfaçage possible avec d'autres solutions. En réalité, c'est surtout ça, je pense, une des barrières aux solutions européennes, c'est que un Zapier, à mon avis, va être plus complet en termes d'interfonctionnalité et je ne sais même pas si c'est vraiment une solution française, mais je pense que c'est Integromat / Make, je crois, à confirmer si c'est réellement une solution européenne. Hein. Mais voilà, ce serait je pense que sur chaque typologie de sujet, on a des alternatives qui existent en Europe. Est-ce que pour autant, on a complètement réglé nos sujets de données? Non, puisque c'est en réalité un sujet plus global, comme on l'a vu. Et après, est-ce qu'il vaut mieux avoir une solution américaine où on sait qu'ils sont, entre guillemets, conformes au RGPD, ou une solution européenne où on la prend juste parce qu'elle est européenne, mais où les données ne sont absolument pas sécurisées? C'est là où tu reviens sur la gestion de risque, en fait. Ok. Et il y a aussi un sujet de réversibilité par rapport à... En fait, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de... Bon, la réversibilité, c'est quand même assez crucial là aussi, de savoir effectivement si pour une raison X ou Y, on décide de développer soi-même son application parce qu'on a atteint la masse critique et que l'outil de no-code coûte trop cher ou a atteint ses limites. Là aussi, c'est pas forcément quelque chose auquel on a pensé dès l'origine, mais en réalité, c'est une des problématiques qu'il faut avoir à l'esprit. Cet aspect lié au coût, bien comprendre en fait le modèle économique de chaque solution. Est-ce que c'est un modèle qui fonctionne au stockage, au niveau de data, au nombre d'utilisateurs, au nombre de personnes qui utilisent la licence? Il y a énormément de critères différents qui font que la solution de nos codes en question n'est pas forcément la plus adaptée pour scaler, par exemple. Mais ça, je pense que c'est pas évident quoi, comme exercice.
il faut pas hésiter à aller voir les sites spécialisés, hein, comme No Code France, Contournement. Ça, c'est à mon avis. Alors chacun a sa petite marotte et son petit outil qu'il aime bien, donc va avoir tendance un peu à le défendre. Mais de ce que moi j'en ai vu, alors je suis pas un expert, hein, mais il y a quand même une certaine objectivité de la communauté par rapport à certaines solutions. Il y a des vrais retours d'expérience parce que ces communautés ont atteint une certaine taille critique. Et donc, typiquement, avant de se lancer, on peut tout à fait. Puis même, je pense que pour faire un peu de pub à Maria Schools, il y a énormément d'intervenants et d'experts qui sont dans le no-code, qui travaillent sur ces sujets-là et qui sont des référents. Et donc, typiquement, je sais pas, je crois qu'on avait vu Trello de mémoire. Et eux, voilà, par exemple, c'est une solution quasiment exclusivement no-code. Et donc, c'est typiquement un super retour d'expérience. Et je pense qu'ils s'en vantent, ils en sont assez fiers. Donc voilà, typiquement, c'est cette démarche qui doit permettre de choisir la bonne solution. Ok. Et on avait Manon qui nous disait Go le Slack No Code France, qui grouille d'expertise et de conseils, et qui nous a envoyé dans le chat 2 alternatives d'outils no code européens, XAR et TimeTonic. Je ne sais pas si vous les connaissiez. Non, ceux-là, je ne connais pas, mais c'est très sympa, Manon, parce que je vais tout de suite noter, je vais tout de suite aller voir ça. Donc, ça m'intéresse, merci beaucoup. Et donc, on a commencé à faire un peu le tour. Après, est-ce que vous aviez des derniers petits conseils à donner pour ceux qui veulent se lancer en no-code, qui veulent lancer leur projet no-code et qui veulent un peu respecter toutes ces règles RGPD au maximum sans forcément... Alors, en fait, faut savoir un truc, c'est que moi, ça fait 20 ans que je travaille en données personnelles. Ce qui marche le mieux, c'est l'instinct. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a un truc qui cloche, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Voilà. Et il faut creuser le point et surtout ne pas être influencé par le client. Parce que souvent, c'est le client qui va te dire mais vas-y, j'en ai besoin, c'est super bien, etc. Non, ayez quand même le réflexe réglementation parce que vous pouvez avoir le coup de boomerang dans l'autre sens. Voilà, donc vraiment les 2 sujets, c'est si vous voyez qu'il y a un truc qui cloche, c'est que c'est le cas. Et puis, c'est pas méfiez-vous de votre client parce que j'aime pas du tout ce nom-là, mais travaillez de concert en collaboration avec vos clients. Mais autrement, allez-y, comme on disait tout à l'heure, si on devait écouter la loi informatique et liberté depuis 1978 de manière restrictive, on n'arrivera à rien et on n'aurait aucune innovation, ce qui n'est pas faux, mais tout est une question d'encadrement et de gestion de risque. Nous, dans notre boîte, avec mon associé, c'est pas qu'on dit jamais non, on dit non vraiment quand c'est vraiment dangereux, mais à longueur de temps, c'est bon, on va plutôt faire comme ça, attention, là, vous êtes plutôt là-dessus, mettez plutôt ça. Et surtout, le cyber, c'est ce que vous aviez comme échange dans le Slack, si tu passes par le chiffrement, etc., c'est vrai, nous, souvent, les solutions, on les trouve dans le cyber. Et quand le RGPD nous empêche de faire ce qu'on veut, on anonymise les données, on trouve des méthodes de chiffrement des données qui nous permettent derrière de dire à la CNIL, voilà, on a mis en place du chiffrement, on a mis en place ces mesures-là, donc on respecte le RGPD. Donc voilà, il y a toujours des solutions possibles et surtout, voilà, soyez un peu malin et de toute façon, si vous faites du no-code, c'est forcément que vous êtes malin, quoi. Et vous avez envie d'y aller. Non, mais je le vois bien, parce qu'en travaillant pour Allegria, ils sont passés de 3 à 70 en 18 mois. On travaille avec eux, on voit bien qu'ils sont très, très malins et c'est chouette. Je ne sais pas si tu as envie si tu veux compléter, Emmanuel, si tu as aussi je compléterais, tout simplement. Non, tout simplement, pas hésiter, enfin déjà pas avoir cette réticence épidermique sur ces sujets réglementaires. C'est du good business en fait. Au final, ça fait partie d'un bon produit. C'est un des features d'un bon produit. Ça valorise énormément les boîtes. Moi, je le vois, le fait d'être conforme à RGPD. Il y en a même maintenant qui valorisent le fait d'avoir été contrôlé par la CNIL. Okay. Ouais, alors à ce propos, si ça intéresse certains, je peux peut-être vous retrouver le lien vers le blog d'Alan qui est débriefé de sa visite de la CNIL. C'est assez amusant, ouais, c'est assez bien fait. Mais typiquement, Alan, voilà, je pense que c'est un des attributs qu'ils mettent en avant. C'est des données de santé, évidemment. Ils sont best in class sur ces sujets RGPD.
et ils s'en vantent. Ouais. Donc, ils ont raison. Non, mais c'est ça, c'est devenu un argument de vente, en fait. Et là, par exemple, on vient d'onboarder une boîte en emailing automation. Ils viennent de nous demander une lettre d'engagement. Là, on les a mis en conformité. Ils nous ont dit, vous nous rédigez une lettre d'engagement comme quoi on est conforme RGPD. Ça vaut rien. C'est comme si je disais qu'ils étaient conformes au niveau des impôts et des URSSAF. Ça vaut pas grand-chose. Mais ça rassure. Ok. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas la CNIL non plus. Hein, attention. Donc, voilà. Donc, c'est de la gestion de risque toujours. Mais oui, ça valorise. En fait, le fait d'avoir un système d'information qui est bien, d'être conforme, en fait, vous avez une énorme valorisation. Et quand vous levez des fonds et que vous arrivez avec tous ces sujets-là, c'est génial. Ok. Donc, on peut, pour un peu conclure ce Maïstrix, dire que la réponse à nos codes RGPD compatibles ou non, c'est que les deux sont compatibles dans la mesure où on fait attention à toutes ces questions-là de gestion de risque, cybersécurité et tout ce qu'on a vu. Le no-code n'est pas une violation du RGPD. Ouais. C'est juste que, comme disait Emmanuel à plusieurs reprises, le no-code est soumis au RGPD. C'est tout. Comme toutes les boîtes, comme tout traitement de données personnelles. C'est juste le RGPD, tout comme la cybersécurité, sont soumis. Ça fait partie de la vie, quoi. Donc voilà, dès qu'on est dans la tech, on est sur ces sujets-là. Ok. Et du coup, go pour lancer tous vos projets en no-code. Pas de problème de ce côté-là. Et bien, merci. C'était très intéressant. Je ne sais pas si dans le chat, vous avez encore des dernières questions à poser. C'est maintenant ou jamais, comme on dit. Et, on est à votre dispo. Mais même en dehors, on est à votre dispo sur LinkedIn ou via Shana. Ouais. N'hésitez pas, c'est beaucoup d'informations. Voilà, c'est pas parce qu'on raccroche qu'on vous aime plus, quoi. Donc Shana, n'hésite pas à nous faire passer les infos. On est là aussi pour aider, clairement. Et puis un peu évangéliser. Surtout. C'est ça, vous l'avez compris, on est surtout là pour ça, en fait. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous voulez que je les fasse remonter à Emmanuel et à Clémence, ou même aller les contacter directement sur leur LinkedIn. Vous les retrouverez facilement. Vous voyez leur nom et prénom affichés. Non, et avant de... Du coup, est-ce que c'est ça, comme c'est juste le prénom et nom de famille, c'est pas considéré comme une donnée personnelle à titre... Là, si, parce qu'il y a notre tête. Mais après, si tu tapes Clémence Philippe dans Google, il y en a plein. En tout cas, de mon côté, il y en a plein. Moi, il y en a moins. Donc, vous avez réussi votre mission du jour, vulgariser la notion. Et merci à toi. Merci à vous d'avoir accepté. Et merci à tous vos questions. Et merci Clémence. N'hésitez pas surtout. On se tient à votre disposition. Merci en tout cas à tous. Oui, merci pour cette vulgarisation de sujets très complexes, parce que RGPD, no-code, c'est des sujets très tech auxquels on n'a pas forcément à chaque fois la réponse absolue, ou c'est un peu compliqué de trouver des infos par-ci par-là. Donc, merci d'avoir accepté de venir partager votre expérience aujourd'hui. Et moi, je vous dis bon appétit et à une prochaine pour un nouveau Maïstrix. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.